Chapitre 1. La puanteur s'élève. Dans le coin éloigné et marécageux du royaume de Boxfordshire se trouvait un village si âcre, si agressivement aromatique, que les cartes refusaient de le nommer. Même le cartographe royal s'évanouit un jour dans son encrier en essayant de le nommer. Mais pour ces fiers habitants, engourdis par les odeurs, c'était chez eux, ils l'appelaient Muckminster-on-the-Bog. C'était un endroit de gens simples et d'odeurs encore plus simples. L'air était perpétuellement imprégné d'eau de gaz de marée, de laine mouillée et de quelque chose de mieux laissé non identifié qui avait pourri dans le dépotoir communautaire depuis 3 générations. Les poules se pavanaient à travers les flaques de boue avec la confiance de la petite noblesse, et même les vaches avaient pris l'habitude de porter des pinces à linge sur le nez. Mais ce n'était pas toujours ainsi. Non, la légende parlait d'un temps révolu. Un âge d'or de propreté douteuse, où les villageois se tamponnaient parfois le visage avec des chiffons infusés de lavande et murmuraient des choses comme « Je suppose que je ne pue pas aujourd'hui ». Cette époque avait depuis longtemps disparu, perdue dans la peur, la superstition et une désapprobation générale de la nudité en tout contexte. Les habitants de Muckminster étaient unis dans une seule conviction. Se baigner était un péché, juste après sourire un mardi. Se baigner, c'était exposer ses pores aux éléments, et donc à la mort elle-même. Il était bien connu que l'eau chaude ouvrait les trous de la mort, mystique du corps, permettant à la peste, aux démons et aux courants d'air de s'y glisser et de réarranger vos humeurs jusqu'à ce que vous mouriez de manière très embarrassante. Entrez. Osric Dangshu, un homme de grande ambition, d'intelligence modérée et d'une profonde odeur corporelle. Autrefois, un étudiant prometteur de l'école royale de conjectures herboristes, Osric était revenu à Muckminster dans le déshonneur après avoir proposé la théorie radicale selon laquelle l'eau ne serait peut-être pas intrinsèquement maléfique. Il avait également renversé de l'encre sur la perruque du directeur lors d'une conférence intitulée « Pourquoi l'humidité est le bain de bouche de Satan Pomme ». Osric résidait maintenant dans une cabane à moitié effondrée au bord du marais, entouré de rouleaux moisis, de coléoptères morts, certains intentionnels, et de bocaux étiquetés, scientifiques-ish. Il passait ses journées à griffonner des notes, à faire bouillir des herbes et à murmurer de temps en temps « L'odeur doit cesser ». Un matin embrumé, alors qu'Osric polissait son prototype de casque de bain, un pot de chambre réutilisé avec des brindilles de lilas, une agitation éclata sur la place du village, des cris de « sorcellerie » et de « savonnage » impie résonnaient dans les ruelles. Osric, toujours curieux et désespéré de trouver une raison de quitter sa hutte sans reconnaître l'odeur, se précipita sur les lieux. Là, au milieu d'un groupe de paysans indignés, se tenait Wulfbertha la lavandière, les cheveux relevés en un chignon défiant, les bras croisés et le visage irréprochablement propre. « Elle a été vue !» cria vieille mère Higgins, se lavant les mains. Avec de l'eau chaude, les allaitements résonnaient comme des carreaux de arbalète. Plusieurs villageois s'évanouirent. Un homme serra sa tunique et murmura « Je pensais sentir le romarin ». Wulfbertha releva le menton. « Oui, je me suis lavé et je le referai. Ce n'est pas un péché, c'est de la santé mentale. » Les villageois reculèrent comme s'ils avaient reçu une gifle avec une anguille mouillée. « Blasphème !» cria le père Eustache III, le prêtre du village et fervent croisé anti-savon. « Vous avez ouvert les pores du pandémonium. Nous sommes tous condamnés à pourrir dans une agonie aromatique. » Le père Eustache était un homme de foi profonde et de taches de sueur encore plus profondes.
Il ne s'était pas lavé depuis le traité de Mud Hollow en 1293, un vœu personnel de saleté qu'il prétendait le rapprochait du divin, bien que d'autres soupçonnaient que cela ne faisait que tenir les gens à distance. Osric avança, ajustant son casque de bain, qui glisse immédiatement sur ses yeux. « Attendez !» cria-t-il, en heurtant une chèvre. « Peut-être qu'elle a raison. » Une autre vague de soupirs. Un enfant éclata en larmes. La chèvre resta impassible. « La propreté n'est pas notre ennemi. » Osric déclara, en repoussant le casque. « Peut-être, juste peut-être, que l'eau n'est pas la soupe du diable. Peut-être que le savon n'est pas une trahison. Peut-être que l'odeur peut être conquise. » Le silence tomba comme une couverture de laine humide. Puis quelqu'un lança un ave. Osric se baissa et continua. La passion s'enflammait dans son sang, et aussi la mousse dans ses bottes. « J'ai une vision. Un monde où l'on peut approcher un compatriote sans grimacer. Un avenir où les narines peuvent respirer librement. Où une poignée de main ne nécessite pas d'absolution spirituelle afterward. » « Tu parles de folie, » grogna Eustache. « Je parle d'hygiène. » Osric cria. Les soupirs se transformèrent en murmures. Quelques jeunes villageois se grattèrent la tête et délogèrent accidentellement des poux. Y aurait-il de la vérité dans ces paroles? La peur ancestrale des bains pourrait-elle être absurde? Le père Eustache sentit le changement. Il leva son bâton, qui servait aussi de grattoir à dos, et rugit « Ne vous laissez pas tromper. C'est le chemin de la damnation. Ensuite, il nous fera nous brosser les dents. » La foule retint son souffle à nouveau, mais cette fois-ci, cela semblait légèrement incertain. Wulfberta s'approcha d'Osric. « Je dis qu'essayons. Quelle est la pire chose qui pourrait arriver? Peste, possession, hydratation excessive. » Eustache énuméra, les yeux écarquillés. « Ou peut-être, dit Wulfberta, juste un peu moins d'odeur. » L'idée, moins de puanteur, se propagea parmi les villageois, comme une brise agréable à travers un tas de compost. Pendant un moment, l'espoir flottait dans l'air, puis le vent a tourné et tout le monde s'est étouffé. Pourtant, une graine avait été semée. Plus tard dans la nuit, Osric était assis près de son chaudron, remuant une potion de menthe, de lavande et de quelque chose qui avait peut-être été une grenouille autrefois. Wulfberta lui rendit visite, apportant un paquet de linge propre. « Je pense que nous avons commencé quelque chose, » dit-elle. « Espérons juste que cela ne se termine pas par notre exécution sur le bûcher, » répondit Osric. Ils rirent tous les deux, puis se couvrirent immédiatement la bouche. Rire un mardi était encore considéré comme légèrement hérétique. Dehors, le village dormait, ignorant que les marées de l'histoire olfactive commençaient à tourner. Et au fond de la crypte de l'église, le père Eustache aiguisait sa plume de sermon, planifiant une guerre sainte contre le savon. Chapitre 2. Le grand scandale du bain. Cela a commencé, comme toutes les choses à Muckminster-on-the-Bog, par une odeur suspecte, mais cette fois, ce n'était pas le cocktail habituel de souffle de vache, de foin humide et de linge vieux d'un siècle. Non, c'était différent. C'était agréable fleuri, alarmant de citron. Le fermier Tuggins fut le premier à le remarquer en chassant les mouches de ses chèvres avec un navet rassis. « Soit je suis devenu fou du nez, » murmura-t-il, « soit quelqu'un par ici sent comme s'il n'avait pas vu une marguerite depuis une décennie. » Bientôt, les rumeurs se répandirent comme un champignon de pied dans une pile de chaussettes communes. Quelque chose ou quelqu'un faisait sentir au village une odeur presque propre. Cette personne, bien sûr, était Osric Dangshu, penseur radical, amateur de bains, et maintenant rénovateur, amateur de ruines suspectes.
avec l'aide de Wulf-Bertha et de son neveu Norik, qui pouvait soulever de lourdes pierres et n'avait pas d'odorat. Osric avait commencé à restaurer le bain abandonné à la lisière du marais, une structure en pierre en ruine, utilisée pour la dernière fois pendant la légendaire trêve fétide de 1204. Selon la légende, c'était autrefois un lieu de liaison communautaire, embrasé, et, selon le père Eustache III, de péché hautement lubrifié. Pendant des décennies, il avait été laissé à s'effondrer sous le poids de la mousse, de la superstition et d'une chèvre nommée Cynthia qui refusait de partir. Mais Osric voyait quelque chose de différent. Il vit de l'espoir. « Ce sera le temple des odeurs tranquilles », déclara-t-il, levant une brosse à récurer comme Excalibur. « Nous l'appellerons l'hygiénatorium. »« Un peu trop, » murmura Wulf-Bertha. Pourtant les rénovations continuaient, les pierres étaient frottées, des chaudrons furent traînés. Les seaux étaient remplis d'eau, suspectement chaude, et de brins de menthe. Des panneaux étaient gravés. Pas de crachat dans le hammam, à moins que ce ne soit philosophique. À la pleine lune suivante, le bain public avait rouvert. Au début, personne n'est venu. Puis, le vieux Brimley est arrivé par erreur. Pensant que c'était une taverne, il est sorti 2 heures plus tard, sentant légèrement la camomille, et avec une expression confuse, mais satisfaite. « Je ne me souviens pas d'avoir bu quoi que ce soit, » dit-il à une foule confuse, « mais j'ai l'impression qu'une tulipe m'a fait un câlin. » Cela suffisait. Bientôt, les curieux et les désespérés affluèrent. Ils sont entrés avec méfiance et sont sortis avec moins de couches de saleté et un profond sentiment de désorientation. Est-ce que c'était vraiment l'apparence de leur peau? Les ongles des orteils étaient-ils censés être visibles? À la fin de la semaine, le bain public prospérait, ce qui signifiait, naturellement, que la catastrophe était imminente. Entrée du père Eustache III, leader spirituel, maître de l'indignation morale, et homme dont l'idée de propreté impliquait de secouer des cendres sur sa tête, puis de s'excuser d'exister. Lorsque la nouvelle du hygiénatorium lui parvint, il éclata dans une colère si intense qu'elle fit tomber 3 candélabres de son pupitre. « De la vapeur », tonna-t-il. « De l'eau communautaire? De l'huile de lavande ?» Sa voix monta à un ton connu, seulement des chauves-souris et des tantes jugeantes. Le diable a installé la plomberie. Le lendemain matin, Eustache et son entourage sacré, composé de 2 servants de messe et d'une oie extrêmement désapprobatrice, nommée Issia, marchèrent sur le bain, avec des fourches, des croix, et un homme, confus, tenant une brouette pleine d'oignons, au cas où. Ils ont fait irruption à travers les portes remplies de vapeur, juste au moment où Osric démontrait l'art de l'utilisation du louffa à un public captivé. Hérétique, rugit Eustache, adorateur de l'eau. Traître poreux. Le chaos s'ensuivit. Les seaux ont été renversés. Les serviettes ont été utilisées comme des armes. Quelqu'un a glissé sur une barre de savon fait maison qui avait la consistance d'un fromage détrempé. Cynthia la chèvre, sentant le drame, s'est élancée du mezzanine et a atterri dans une baignoire avec un éclaboussement glorieux. « Nous ne nous laisserons pas purifier !» Eustache hurla, brandissant une louche comme une masse. « Nous sentons différents, mais nous sommes toujours des gens. » Osric cria en retour, tenant une éponge comme un bouclier. Finalement, la foule fut dispersée par l'effondrement opportun d'un banc porteur et l'explosion malheureuse du prototype de bombe de bain aux herbes d'Osric, fabriquée avec du gaz de marée expérimental et du regret. Le bain public a été fermé en attendant une enquête théologique. Osric fut amené devant le conseil moral du village
une institution célèbre pour son hypocrisie et sa préférence pour la honte publique plutôt que pour la logique. La salle du conseil sentait le moisi et l'arrogance. Le père Eustache présidait. « Vous êtes accusé, intonna-t-il, de lavage illégal, de chauffage d'eau non autorisé et de nudité publique dans un contexte de détente. » Osric se tenait droit, enfin, moyennement. Et pourtant, personne n'est mort. Pourtant, vous dites « Ah ah, alors tu admets que c'était de la sorcellerie. J'admets seulement que j'ai utilisé de l'huile de lavande et que c'était agréable. » Des soupirs. Une conseillère s'évanouit dans un tas de coussins mangés par les mythes. Puis Wulfbertha s'avança, traînant un sac derrière elle. « J'apporte des preuves. » Elle plongea la main et en sortit, une chemise en lin propre. « Renifle-le, défia-t-elle. » Le père Eustache le fit à contre-cœur. Son visage se tordit. « Ça sent l'espoir. » « Non, » corrigea Wulfbertha, « ça sent l'effort. Quelque chose que nous avons tous évité assez longtemps. » Un silence tendu suivit. Puis une voix venant de l'arrière, le vieux Brimley, grogna. « J'aime ça. Ça me fait sentir que j'ai de nouveau des coudes. » Des murmures d'accord se répandirent. Le conseil commença à se déplacer sur leur siège. Troublé. Avait-il tort? Le savon pourrait-il être le salut? Le père Eustache sentit une mutinerie. Si nous permettons à cette saleté de propreté de se répandre, qu'est-ce qui viendra ensuite? L'hygiène dentaire, la fin des poux pieux. La foule se regarda. Certains se grattèrent, même involontairement. Nous devrions retourner à la tradition. Eustache rugit, mais la pièce n'était plus avec lui. À la fin de la semaine, le bain public a rouvert discrètement, officiellement. Il était étiqueté centre de recalibrage hydrospirituel. Mais tout le monde savait que c'était l'Hygiénatorium Osric et Wulfbertha étaient acclamés comme les sauveurs parfumés. L'eau était encore tiède, la vapeur légèrement suspecte, et Cynthia la chèvre servait désormais de mascotte au bain et de testeuse occasionnelle de shampoing. Eustache se retira dans son église, où il commença à rédiger son prochain sermon, le péché de l'exfoliation. Et ainsi, une révolution baignée de bulles commença, non pas avec le feu, non pas avec des épées, mais avec une éponge et un rêve. Chapitre 3. Linge, poux et lamentation. La première chose à comprendre est la suivante. À Mockminster-on-the-Bog, les poux n'étaient pas des nuisibles, ils étaient des colocataires, des noms donnés, les gens tenaient manteau des cérémonies de nomination des poux. Les enfants échangeaient des conseils sur les meilleurs endroits à gratter. Et l'économie de la ville a brièvement envisagé d'introduire une monnaie à base de poux jusqu'à ce que quelqu'un réalise que les pièces s'enfuiraient simplement. Mais tout cela a commencé à changer le jour où Osric Dangshu a introduit ce qu'il appelait la révolution du lin. « C'est simple, » dit-il, debout sur une caisse de carottes, suspectement humide sur la place du village. « Au lieu de frotter votre corps, vous portez du lin. Tu le changes, tu l'avais beau ça, pas toi-même. » Des soupirs, une tomate était lancée. Elle a été interceptée par Cynthia la chèvre, qui suivait maintenant Osric partout comme une sorte de hype-beast à quatre pattes. Pensez au lin, comme à une éponge corporelle que vous portez avec dignité. Osric continua. Les sous-vêtements sont l'avenir. Un petit enfant s'évanouit. Wulfbertha la lavandière, toujours fidèle et encore légèrement humide, s'approcha de lui en tenant une chemise blanche, immaculée, comme si c'était le Saint Graal. Celle-ci, déclara-t-elle, a absorbé plus de saleté que les notes de sermon du frère Chardon. Frère Chardon, depuis l'arrière, hocha la tête solennellement. Amen à cela. Bientôt, le soulèvement du lin commença.
Au début, les villageois portaient leurs chemises de lin sous des tuniques, comme Osric l'avait conseillé. Puis ils ont commencé à les changer, parfois même 2 fois par semaine. Au début, c'était scandaleux, puis c'était chic. Bientôt, le lin blanc flottait sur les cordes, à travers le village, comme des drapeaux d'une nouvelle nation, marginalement moins irritante, mais là où le lin voyage, les poux tremblent. Et ainsi commença le grand exode des tribus de poux. Les poux avaient, pendant des générations, vécu en colonies paisibles sur les cuirs chevelus, les chaussettes et les endroits secrets des citoyens de Mookminster. Ils étaient bien nourris, bien cachés, et avaient établi une culture florissante de poésie, de jeux de hasard et de danse interprétative. Cependant, la montée soudaine du linge propre fut catastrophique. Des civilisations entières de poux furent déracinées du jour au lendemain. La classe poétique périt dans l'eau chaude. La caste des guerriers a été tuée par des peignes de mort. La reine du creux de l'Obule a été retrouvée noyée dans un bassin de camomille en temps désespéré. Les poux se sont réunis. Ils formèrent le grand conseil des insectes de la mèche de cheveux neufs, présidé par le grand chancelier Ichimus, le persévérant. « Nous devons résister », proclama-t-il, se tenant sur une pellicule de pellicule, comme un général, au sommet d'un pic enneigé. Les humains ont déclaré la guerre. Avec du vinaigre et des savons et, frissons, des rinçages. Mais qu'en est-il des chèvres? Cria un poux, trop nerveux, grogna Ichimus. Et Cynthia, mort. Ainsi commença la résistance aux poux, qui consistait principalement en une migration frénétique vers des zones non lavées, sourcils, aisselles, une trompette extrêmement malchanceuse. Pendant ce temps, Osric et Wulfberta faisaient sensation, non seulement dans les baignoires, mais aussi dans la mode. Une boutique, Lyre, le hangar de Wulfberta, a ouvert, vendant des sous-vêtements en lin brodé avec des slogans comme « Propre est le nouveau saint »,« Ne me frotte pas, ô Seigneur », moins de démangeaisons, plus de dignité. Même Noric, le neveu de Wulfberta et un tas de muscles ambulants, a commencé à porter une tunique lavée 3 fois qui mettait en valeur à la fois ses biceps et son incapacité à lire. « Ça gratte moins », grogna-t-il. « En plus, je sens les arbres. » Malheureusement, tout le monde n'était pas ravi. En particulier l'ordre de la démangeaison traditionnelle, dirigé par le père Eustache III, a déclaré que le port du lin était une porte d'entrée vers l'effondrement moral. « Ils commenceront par le lin », cria-t-il depuis la chaire. Ensuite, ce seront des bougies parfumées. Ensuite, l'hydratation. Et bientôt, des sourcils épilés, des soupirs. Eustache, désespéré, a introduit un mouvement anti-tissu, des tuniques en toile de jute, en ortie, et une expérience mémorable impliquant des peaux de navets séchés. Le résultat? Une éruption cutanée qui a balayé sa congrégation plus vite que le sermon. La vieille mère Higgins affirmait que c'était une punition divine. Ou juste des orties dans les culottes, ajouta-t-elle. Quoi qu'il en soit, la marée était en train de tourner. Puis vint le jour de la lessive. C'était l'idée de Wulfberta, un événement de village complet, un festival de savon, de frottage et de crises existentielles semi-publiques. Les enfants dansaient dans des seaux mousseux. Les adolescents ont organisé des concours de tordre, Osric a donné une conférence improvisée, intitulée « La philosophie du tissu ». Pourquoi les sous-vêtements sont importants. Même frère Chardon a admis « Je n'ai pas eu de démangeaison de toute la semaine, et je me sens renaître ». Le coup final à la résistance anti-lin est venu lorsque Cynthia la chèvre, vêtue d'une petite cape en lin, a fait le tour de la place en se pavanant et a donné un coup de tête au père Eustache
dans une cuve d'eau de rinçage parfumée à la lavande. Il émergea mouillé, légèrement parfumé et horrifié. « Mais ça commence, » grogna-t-il. La fin des temps, mais les villageois ont juste ri et n'ont pas reculé devant l'odeur. Pour la première fois de mémoire d'homme, l'air à Muckminster-on-the-Bog ne tentait pas de vous frapper dans les sinus. Les poux, vaincus et démangeants, ont migré vers le village voisin, Speedbury, où la baignade avait récemment été interdite en raison de flatulences théologiques. Et Osric, il se tenait au bord du village, regardant le linge propre danser dans la brise, le cœur plein. « Nous l'avons fait, » dit-il. Wulfberta hocha la tête. « Qu'est-ce qui vient ensuite ?» Osric se tourna, les yeux brûlants de détermination. « Dans !» Wulfberta haleta. « Tu es folle. »« Fou de menthe, » murmura Osric. Et ainsi, alors que les villageois se prélassaient dans la gloire des sous-vêtements non grattants, la prochaine grande guerre de la propreté se profilait à l'horizon. Chapitre 4. Le complot du Pomander. Cela a commencé, comme tous les changements culturels véritablement catastrophiques, avec une noble visiteuse et un parfum assez fort pour dissoudre la fibre morale. Lady Ermentrude, de Stinkwick-upon-Throat, troisième cousine au second degré de quelqu'un vaguement important, arriva à Muckminster-on-the-Bog, dans une charrette dorée, tirée par 6 ponts, au regard indigné, et un cheval, souffrant d'une grave crise d'identité. Le chariot était parfumé, si intensément avec de l'eau de rose importée, que des oiseaux tombaient du ciel à son passage. Les villageois étaient stupéfaits. Qu'est-ce que c'est que cette odeur au nom de Saint-Flatulence, croassa le vieux Brimley, utilisant une taupe morte comme monocle. Je pense que c'est joli, murmura un enfant terrifié. Lady Ermentrude descendit dans un nuage de paillettes, de brume lilas et de jugement profond. Elle portait 6 couches de soie froncée, 2 monocles, un pour le style, et un corset si serré qu'elle s'évanouissait parfois pour le plaisir. « Je exige des logements qui ne puannent pas la décadence spirituelle, » annonça-t-elle, « et je refuse de partager une chambre avec quoi que ce soit qui ait plus de 4 pattes ou moins d'un bain par jour. » Elle fut immédiatement dirigée vers la hutte d'Osric. « Je ne peux pas loger 7 points, créature de confort, » dit Osric, paniqué, alors qu'elle commençait à lancer des sachets de lavande sur ses échantillons de mousse. « Elle est de la noblesse, » dit Wulfberta, en fourrant des chemises en lin dans les tiroirs. « Soit nous l'accueillons, soit elle envoie une lettre au duc des délicatesses. » L'arrivée d'Ermentrude marqua l'aube de ce que les historiens appelleraient plus tard la crise parfumée. En quelques jours, Muckminster était inondé de Pomander, de petites sphères creuses remplies d'herbes, d'épices, et de la promesse tacite de ne pas sentir le mouton fermenté. Tout le monde en voulait un. Certains les fabriquaient à partir de coquilles, de navets. D'autres attachaient des bouquets d'ail et de menthe séchés à leur ceinture comme des désodorisants médiévaux. Frère Chardon portait un buisson entier de romarin comme chapeau. « Je n'ai pas éternué depuis des jours, » dit-il fièrement. « Juste des démangeaisons là où les coccinelles nichent. » Lady Ermentrude, toujours l'influenceuse, a commencé à organiser des salons de parfums quotidiens où les villageois se rassemblaient dans sa tente à parfum, entièrement construite de mouchoirs parfumés, et discutaient des subtilités de la superposition aromatique. La note de fond est le bois de santal, ronronnait-elle, et la note de tête est l'autorité. Osric était sceptique. « Ce n'est pas de l'hygiène, » dit-il en reniflant un pomander fait de vessie d'anguille séchée et de cannelle.
C'est de la propagande olfactive. Wulf-Bertha n'était pas si sûr. Si ça empêche Norik de sentir le désespoir mariné, je suis pour. Mais le problème n'était pas l'odeur, c'était ce qui venait ensuite. Avec un grand parfum est venue une grande division. Le village se divisa en deux factions. Les Freshenistes, fervents partisans d'Ermentrude. Ils croyaient qu'une bonne odeur équivalait à une supériorité morale. Les Sentinelles, loyaux à Osric, ils croyaient que la véritable propreté venait du lin, de la logique, et non de bourrer leur tunique de thym. Les lignes étaient tracées. Des duels de Pomander ont eu lieu dans les ruelles. Des émeutes de romarins ont éclaté sur le marché aux choux. Une parfumerie clandestine a surgi derrière l'église. Le père Eustache, troisième, flairant la Révolution et la muscade, l'appela le déodorant du diable. Le nez connaît le péché, rugit-il depuis sa chair, et il sent le bergamote. Pour contrer la tendance des Pomander, il a émis un décret. Dorénavant, tous les villageois devaient embrasser leur musc naturel. Les résultats furent catastrophiques. Plusieurs abeilles ont déclaré la guerre au village. Pendant ce temps, Osric tenta la diplomatie. Il invita Ermentrude à une table ronde parfumée, où les deux parties présenteraient leur théorie de la moralité, basée sur l'odorat. Ermentrude arriva avec un éventail parfumé, 6 courtisans poudrés et un violoniste qui jouait air de noblesse en boucle. « Je représente l'évolution de l'élégance », déclara-t-elle. « Vous représentez un panier de pot pourri trop mûr », répondit Osric. Les tensions montèrent. Quelqu'un s'est évanoui à cause d'une overdose d'huile de clous de girofle. La réunion s'est terminée lorsque Cynthia la chèvre, devenue sauvage à cause de trop de sachets, a mangé l'éventail d'Ermentrude et a poursuivi le violoniste jusqu'à une fontaine. Avec la diplomatie en ruine, le complot Pomander a pris forme. Ermentrude, cherchant à affirmer sa domination nasale, a fait passer en contrebande des caisses de parfums dans Muckminster, des bouteilles étiquetées « Essence de pouvoir », « Salut sur mesure » et « Musc seigneurial » inondèrent les rues. Norik s'est baigné dans un tonneau de Manstorm. Les enfants étaient surpris, en train de renifler des bougies parfumées dans les ruelles. L'air du village devint si épais de parfums contradictoires que les oiseaux cessèrent de voler et tombèrent simplement. Wulf-Bertha trouva Osric dans son laboratoire, portant 3 écharpes et des lunettes. « Ça va ?» demanda-t-elle. « J'ai essayé de sentir une fleur, » dit-il. Elle a crié. Le tournant est venu lors du festival annuel de lancer de chèvres, une tradition chérie impliquant une physique mal jugée et des animaux légèrement confus. Ermentrude arriva dans un char tiré par des cochons parfumés, lançant des confettis odorants dans les airs. Osric, tenant une bannière portant l'inscription « Propre n'est pas une odeur », tenta un discours. À mi-chemin, un Pomander rebelle, lavant de gingembre, lui frappa la bouche. Le pandémonium y éclata. Cynthia la chèvre, une fois de plus, se jeta dans la mêlée en portant une bandoulière de basilic Wulf-Bertha. Fatiguée par la folie, grimpa sur la meule de foin centrale et cria « Assise !» Tout le monde se figea. Elle a à lever une simple chemise en lin blanc. Ça, c'est ce qui a tout commencé. Propre, ce n'est pas une question de parfum ou de politique. C'est essayer, juste un peu, de ne pas sentir le désespoir. Un silence tomba. Même les cochons avaient l'air pensifs. Lady Ermentrude renifla. « Très bien, » dit-elle. « Peut-être, il y a de la sagesse dans la simplicité. » Osric essuya la pulpe de Pomander de son visage. Et peut-être qu'un peu de cannelle n'est pas la fin de la civilisation. Les Freshenistes et les Sentinelles
retirèrent lentement leurs chapeaux de romarin. Le père Eustache déclara que c'était un miracle et prit immédiatement le crédit. Les accords de Pomander furent signés ce soir-là. Les villageois seraient autorisés à porter des accessoires modestes pour rehausser leur parfum, à condition de laver leur linge au moins une fois par semaine et de s'abstenir d'armer les sachets. Lady Ermentrude partit le lendemain matin, dans un nuage d'eau de rose et de jazz doux. La paix revint à Muckminster, maintenant parfumée de compromis et de lavande. Mais Osric savait que ce n'était pas fini. Il regarda vers l'horizon, où un chariot lointain de brosses à dents se profilait, une tempête approchait. Chapitre 5. Pots de chambre et autres objets volants. Dans la plupart des villages respectables, le mot « aérien » est généralement réservé aux oiseaux, aux insectes et aux pommes mal dirigées. Mais à Muckminster-on-the-Bog, ce mot en est venu à être le plus célèbrement associé aux pots de chambre et à un noble spectaculairement malchanceux nommé Lord Percival Butterwaddle. Revenons en arrière, un peu. Après la fin des guerres des parfums, avec seulement quelques pertes légères et un mariage de chèvres très confus, Muckminster entra dans ce que les historiens locaux appelèrent l'ère de la paix humide. L'air ne sentait plus le souffle fermenté d'une sorcière. Les gens se baignaient de manière semi-régulière et le nombre d'évanouissements spontanés a diminué de 14%. Mais le village avait négligé un problème crucial et purulent. Les toilettes, vous voyez, tandis que Muckminster avait adopté le bain, le lavage et même la menthe occasionnelle. L'élimination des déchets restait une affaire strictement médiévale. La pratique standard impliquait un pot de chambre, une fenêtre du deuxième étage et un cri d'avertissement rapide. Attention à la bénédiction, avant de lancer sa contribution dans la rue en contrebas. Parfois, les gens criaient d'abord. Parfois, ils ne le faisaient pas. Et un après-midi particulièrement fatidique, alors que Lord Percival Butterwaddle, le duc des titres frivoles, défilait dans la ville lors d'une visite en provenance de la capitale, personne ne le fit. Percival était un homme de haute société et de pantalons encore plus hauts. Sa moustache avait remporté des prix. Sa canne était faite d'eau de baleine, d'ivoire et de prétention. Il était arrivé pour inspecter la situation hygiénique, et plus importante encore, pour poser pour des tableaux de lui-même, inspectant la situation hygiénique. La propreté, renifla-t-il à la foule, n'est pas seulement une vertu, c'est un passe-temps. Il fit exactement 7 pas avant qu'un pot de chambre, non annoncé de la fenêtre de l'étage de la veuve Grundle, ne se présente à son chapeau, à sa tête et à son héritage. Il y eut un moment de silence stupéfait, puis le chapeau glissa de sa tête avec un plouf mouillé. Lady Ermentrude, qui était revenue pour la saison du tourisme olfactif, s'évanouit de manière dramatique. Cynthia la chèvre s'évanouit avec un peu plus de dignité. La foule a poussé un soupir si fort que 3 enfants ont inhalé leur propre bonnet. Lord Percival s'essuya le visage avec un mouchoir parfumé et murmura « Comme c'est local !» Le scandale fut instantané. Le duc des délicatesses a déclaré Muckminster une zone de rébellion insalubre. Le conseil du village a paniqué. Et Osric Dangshu, ministre non officiel du progrès de nettoyage, fut convoqué pour le résoudre. « Vous devez résoudre le problème de caca », dit Wulfbertha les bras croisés. « Ce n'est pas une phrase que j'espérais entendre un jour, » répondit Osric, mais il releva le défi comme un homme qui avait autrefois inventé un casque qui pulvérisait de la menthe sur votre visage chaque fois que vous éternuiez. Sa première idée, les toilettes de demain, un trou dans le sol avec un couvercle,
révolutionnaire. Ça n'est qu'une boîte avec un trou dedans, murmura le père Eustache. C'est de l'intimité. Osric déclara. C'est de la dignité. Ce n'est pas tombé du ciel. Les villageois étaient des sceptiques. Alors, il a adouci l'affaire avec des jetons de caca, des pièces en bois récompensées, à quiconque utilisait les nouvelles toilettes au lieu de lancer leur contenu comme des trébuchets médiévaux. En une semaine, le village avait 8 toilettes du futur dans les places publiques, derrière l'église, et même à côté du champ de chèvres, bien que Cynthia n'ait montré aucun intérêt à coopérer. Mais le succès engendre la jalousie. Le père Eustache, dont les sermons s'entêtent maintenant vaguement le sanitaire, a lancé un contre-mouvement. La Sainte Chambre, une toilette divine, entourée d'hymnes, de bougies, et d'une exigence stricte que tous les déchets soient brûlés dans un feu sacré. Que vos péchés et vos matières solides s'élèvent ensemble vers le ciel, proclama-t-il. Pendant ce temps, le vieux Brimley, toujours entreprenant, a ouvert une marque de toilette rivale, appelée Brimley's Bottom Barn, où l'on pouvait se soulager tout en écoutant de la musique de luth en direct et en sirotant du thé aux choux. Cela est rapidement devenu l'endroit prisé des jeunes villageois branchés. Rien de tel qu'une bonne décharge et une danse, a dit Norick en dansant avec une chèvre. Puis vint le grand sabotage de caca. Un matin, les toilettes de demain furent trouvées en ruine, renversées, remplies de navets pourris, et taguées avec un symbole, un pot de chambre en flammes traversé par une louche. Les yeux d'Osric se plissèrent. Eustace. Le lendemain, la sainte chambre du père Eustache fut trouvée arrosée d'eau de lavande et entourée de tracts qui disaient « À bas les illusions de fumier, chassez la peur ». Les yeux d'Eustache se plissèrent. Deng Shu. Une guerre froide des déchets a commencé. Les Pomanders étaient lancés comme des grenades. Les colonies de poux, une fois de plus, déplacées, ont pris parti. Cynthia la chèvre, désormais activiste indépendante, a lancé son propre mouvement. Urinoir pour chèvre, maintenant. Les choses ont enfin atteint leur paroxysme et leur point le plus bas, lors du débat du conseil du village sur l'assainissement, qui s'est tenu au centre du village et a été diffusé en direct grâce à Norick, qui criait des mises à jour. Depuis une échelle, Osric a présenté des graphiques, des dessins et une malheureuse démonstration de marionnettes. « Regardez les avantages », cria-t-il, « moins de maladies, des rues plus propres, moins de crottes célestes. » Le père Eustache répondit, en ouvrant dramatiquement une chambre à coucher et en chantant un hymne sur l'humilité et l'hygiène sacrée. Puis Lord Percival, Butter Waddle, revint. Toujours marqué par les taches de l'histoire, il désigna Osric et déclara « Cet homme est un génie. » Des soupirs, gongs, une polka spontanée. Oui, j'ai été baptisé dans l'ambiance de la ville. Mais ce qu'il a fait ici, il a essayé. Il a sorti un village de la boue. Je demande par la présente 50 toilettes de demain pour la ville royale. Du jour au lendemain, Osric est devenu une légende. Il a été décoré de l'ordre royal de la pantoufle tachée de savon. Le village a célébré avec le festival de la chasse d'eau, featuring des courses de toilettes symboliques, des statues en porcelaine et une cérémonie de clôture où le père Eustache s'est assis à contre-cœur sur l'une des nouvelles toilettes et a murmuré ses toins étonnamment chauds. La paix, enfin, était venue à Muckminster. Les cieux ne pleuvaient plus d'horreur, les chèvres ne fuyaient plus de terreur, et les gens n'avaient plus peur de l'expression « tête en l'air ». En passant sous les fenêtres, Osric, confortablement installé dans son laboratoire fraîchement nettoyé, contemplait une carte des rêves futurs. « Brosses à dents », murmura-t-il, « c'est l'heure. »
Chapitre 6. Du savon et du péché. Cela a commencé, comme la plupart des guerres saintes, avec des bulles qui scintillaient comme des pètes angéliques au soleil, des bulles qui flottèrent à travers Muckminster-on-the-Bog, comme des présages divins d'un demain moins odorant, des bulles qui éclataient, silencieusement, sur les visages de ceux trop abasourdis, par leur propre front non gras, pour comprendre la révolution qu'elles annonçaient. Au cœur de cette révolte mousseuse se tenait Osric Dungshu, autrefois considéré comme le fou du village, désormais salué comme un visionnaire, bien qu'il lui arrivât encore de parler aux chèvres. Et pourtant, la dernière invention d'Osric allait provoquer le plus grand scandale à ce jour. Il l'appelait savon. Oui, du vrai savon. Pas un morceau malodorant de graisse de chèvre mélangé avec du regret broyé. C'était un véritable nettoyant à la lavande, honnête comme le bog. Sa formule, un mélange de graisse animale, de cendres et d'herbes, cuit dans des chaudrons et versé dans des moules en forme de légumes inspirants. Voici. Osric cria, tenant en l'air une barre en forme de navet héroïque. Du savon, pas pour manger. La foule retint son souffle. Lady Ermentrude s'évanouit dans un fauteuil longue chaise que quelqu'un avait apporté spécialement pour sa chute. Frère Chardon cligna des yeux. Mais où est-ce le péché? Le péché, en fin de compte, était dans la mousse. La mousse était surnaturelle, magique. Il moussait avec une telle intensité. Les villageois qui osaient l'essayer sortèrent des tonneaux de lavage visiblement brillants. La peau autrefois considérée comme définitivement couverte de barnacles révélait de nouvelles teintes, telles que chair et d'enthousiasme rosé. Les adolescents ont commencé à organiser des fêtes de mousse illicite derrière le bain public. Le forgeron, auparavant surnommé Grimy Gregor, fut rebaptisé Gleaming Gregor. Cynthia la chèvre, toujours à la pointe de la mode, a commencé à lécher des barres de savon en public. Le père Eustache Troès était horrifié. Ceci, déclara-t-il de la chair, est de l'arrogance alchimique. C'est de la fornication mousseuse. C'est la tentative du diable de nous dépouiller de notre saleté, de notre culpabilité, de notre graisse donnée par Dieu. La congrégation, maintenant trop propre pour coller à leur banc, murmura nerveusement. « Vous voyez » Eustache hurla. « Vos derrières glissent, vos derrières glissent. » Le Seigneur désapprouve. Osric, désormais armé d'une sacoche entière de savon et d'un kit de démonstration de voyage, répondit avec un nouveau slogan. « La propreté est à côté de la chèvrerie. » Puis vinrent les procès de la terre. Accusé de sorcellerie spirituelle, Osric fut traîné devant le tribunal moral des vertus trempées, présidé par le père Eustache, dame Ermentrude, qui avait encore changé d'avis, et mère Higgins, dont la compréhension de la procédure légale consistait à crier « sorcière » à des intervalles aléatoires. Avouez-vous avoir fabriqué des bulles? Eustache exigea. Je confesse avoir réduit les démangeaisons de 83%, répondit Osric. Blasphème, cria Higgins. Osric défendait le savon avec panache. Mousse dramatique, reniflage des aisselles avant et après, et un spectacle de marionnettes intitulé La saleté qui est venue dîner. La foule était captivée, le tribunal était perplexe, la chèvre était hydratée. Lady Ermentrude se leva. Bien que je déteste le visage d'Osric, je dois avouer que le savon fait des merveilles pour mes coudes. Des soupirs. Eustache se lança dans un sermon de 2 heures, intitulé « Vous ne devez pas bouillonner ». Mais à mi-chemin, il glissa sur une flaque de mousse et atterrit dans un tas de pétales de rose. Les gens se sont retournés. Le savon a été déclaré non hérétique, mais seulement les jeudis, le village éclata de joie. Les enfants ont été lavés de force, les adolescents
ont inventé la joute en mousse, les artistes locaux ont sculpté des sculptures en savon, y compris un célèbre buste du père Eustache, pleurant dans un lavabo. Osric a ouvert la Soaperia, une boutique en forme de bar de savon, vendant des bars nommés des choses comme repentance au citron, rédemption à la cannelle, sans parfum mais satisfait. Mais rien de précieux ne peut durer. Les ennuis vinrent de Speedbury, le village rival de Mockminster, et une histoire d'avertissement continu. Les Speedburiens, offensés par le simple concept d'hygiène, déclarèrent la guerre sous la forme d'une catapulte remplie de chaussettes sales et de choux bouillis. « Cessez votre propreté !» crièrent-ils. « Retournez à la boue !» Osric, toujours le pacifiste, répondit avec des barres de patchouli paisible. La première guerre du savon a commencé. Les villageois se battaient avec des bulles, brandissant des loufas comme des masses et construisant des barricades avec des seaux de bain. Noric lança héroïquement des barres de tonnerre purifiant sur les envahisseurs approchants. Le père Eustache, temporairement fou à cause des odeurs, chargea au combat sur Cynthia, brandissant un plongeur enflammé. Wulfberta a mené la contre-offensive avec une escouade d'élite de blanchisseuses connue sous le nom de Latter Maidens. « Frottez pour vos vies !» cria-t-elle, après 3 jours de mousse, de folie et d'au moins un duel de shampoing. La paix fut déclarée lorsque les 2 camps réalisèrent que la rivière s'était transformée en bain moussant. Les enfants ont glissé dessus pendant des jours. Dans les suites, Osric se tenait triomphant. Le savon avait survécu. Le village était plus propre qu'il ne l'avait jamais été. Même le père Eustache, admis à contre-cœur que ses pieds avaient cessé de grincer lorsqu'il marchait. Une statue a été érigée en l'honneur d'Osric, sculptée entièrement en savon non parfumé et fondant lentement au soleil. La plaque disait « Ici se tenait un homme de mousse. Il osait rêver et désodoriser. » Wulfberta, frottant un bassin de célébration à proximité, demanda « Que faire maintenant, seigneur du savon ?» Osric regarda les collines lointaines. « Les brosses à dents, murmura-t-il, la dernière frontière. » Wulfberta frissonna. « Espèce de fou !» Il sourit, que la plaque le dise. Chapitre 7. Les poils de la rébellion. Le soleil se leva sur Mockminster-on-the-Bog avec toute la grâce d'un âne glissant sur du savon. Les villageois s'agitaient, bâillaient et admiraient leurs coudes brillants et leurs postérieurs polis. Grâce à la révolution hygiénique d'Osric Dongshu, le village ne sentait plus le désespoir et les moutons humides. Au lieu de cela, il sentait légèrement le romarin et l'ambition. Mais profondément sous l'éclat de la propreté, une sombre noirceur se festoyait, pourriture dentaire. Oui, chers lecteurs, bien que leurs aisselles brillaient et que leurs draps flottaient avec un but juste, les bouches des villageois restaient des zones de danger biologique. Les dents étaient jaunes, vertes, parfois duveteuses. Les gencives ressemblaient à des tomates en colère. La laine, autrefois décrite par Lady Ermentrude comme une arme de masse discourtoisie, continuait de faire faner les fleurs dans un rayon de 10 pieds. Il fallait agir, et Osric, audacieux prophète de la pierre ponce, se leva une fois de plus. « Amis, déclara-t-il du haut du podium en forme de savon sur la place du village, nos bouches sont des traîtres à nos visages. Ils doivent être frottés. » La foule murmura. « Avec quoi a-t-il été frotté ?» demanda Noric, en arquant les sourcils de manière menaçante. Osric brandit un objet étrange, un bâton de bois, effiloché à l'extrémité comme une chenille très en colère. « Ceci, annonça-t-il, est une brosse à dents.
Halètement. La foule se recula d'un seul homme. « C'est un hérisson sur un bâton !» cria le vieux Brimley. « Non, c'est un balai pour ta bouche. » Osric s'écria. Lady Ermentrude, se ventilant, faillit laisser tomber son clou. « Vous vous attendez à ce que j'insère cela dans ma noble mâchoire ?»« Oui, » répondit Osric, les yeux brillants de zèle. « 2 fois par jour. » Les réactions étaient mitigées. Certains étaient intrigués. Wulfbertha s'est portée volontaire immédiatement, se brossant les dents, avec l'enthousiasme d'un chevalier polissant sa lance. Noric en essaya un, puis le mangea par accident. Le père Eustache Trey, naturellement, déclara la guerre. « L'humanité est née pour pourrir, tonna-t-il. Ce n'est pas par la menthe et les poils que nous sommes sauvés, mais par la souffrance et la plaque. » Pour contrer la propagation de l'hygiène buccale, il introduisit un rituel rival, le gargouillement sacré de vinaigre, qui dissout promptement 3 bancs et les sourcils d'un jeune acolyte enthousiaste. Pourtant, le mouvement de la brosse à dents a pris de l'ampleur. Osric a commencé à distribuer de la pâte à la menthe poivrée, dans de petits pots en argile, étiquetés « sauvetage de la bouche, pas pour la bouillie ». Le village a organisé sa première fête des dents, avec des jeux comme épingler la plaque sur les molaires, devine cette haleine, molaire musicale, un numéro musical troublant. Les enfants ont été soudoyés avec des figues sèches pour participer aux démonstrations de brossage de dents. Cynthia la chèvre, toujours la vedette, a commencé à donner des coups de tête aux personnes ayant de la laine fétide, mais le changement n'est jamais sans résistance. La rébellion ne venait pas d'Eustache, mais d'une société secrète cachée sous la boulangerie du village, la Guilde des Crocs jaunes. Une cabale secrète de traditionalistes des dents. Ils croyaient que des dents propres affaiblissaient l'âme et rendaient vulnérables à l'arrogance. Leur leader, une figure mystérieuse connue seulement sous le nom de Molar Maximus, émettait des proclamations telles que « la décomposition est la dignité ». Le fil dentaire est pour les hérétiques. Nos dents sont des pierres tombales, des régimes de nos ancêtres. La guilde a commencé à saboter les expéditions de brosses à dents. Ils ont remplacé la menthe poivrée par de la moutarde. Ils ont collé des poils sur les chapeaux. Ils ont forgé une contrepâte appelée Gritengravie. Une nuit fatidique, ils ont pénétré dans la Soaperia et ont défiguré la grande mâchoire de l'éveil, la sculpture en pierre des molaires souriantes d'Osric. Ils ont griffonné avec du goudron, à bas les dentistes. Furieux mais imperturbable, Osric convoqua les villageois pour un affrontement final. « Amis, cria-t-il, nous devons défendre notre droit à ne pas avoir de compost qui pousse dans nos bouches. » Il proposa l'impensable, une démonstration en direct, brossant les dents de chaque villageois en public. Ensemble, nous brillerons comme des dieux émaillés. Wulfbertha rassembla les Latter Maiden. Noric forgeait d'énormes brosses à dents. Frère Chardon accorda sa mandoline et prépara une ballade intitulée « Plaque au futur ». La guilde frappa la première. Ils ont lancé des bombes de choux fermentés depuis les toits. Ils ont déversé des barils de sucre dans les abreuvoirs publics. Ils ont relâché des bonhommes sans pain d'épices sauvages sur la place du marché. Mais les villageois avaient changé. Ils ne craignaient plus le savon. Ils ne reculaient plus devant le fil dentaire. Armés de poils et de droiture, ils se levèrent. La bataille des poils était légendaire. La mousse mentholée volait dans les airs comme de la salive sacrée. Les villageois marchaient la bouche grande ouverte. La Soaperia résonnait de chants de guerre tels que « brosser, rincer, répéter ». Dites non à la décomposition, goûtez la pâte. Noric mena une charge de cavalerie.
en montant des ânes armés de grattoirs à langue. Lady Ermentrude, dans un rare moment de solidarité, lança des sachets d'huile de clous, de girofle, comme des grenades parfumées. Cynthia la chèvre, fraîchement passée au fil dentaire, asséna un coup de tête à Molar Maximus, directement dans une cuve de bain de bouche. La guilde a capitulé. La paix est revenue. La guilde s'est dissoute et a ouvert une boutique de Buggles au succès modéré. Le père Eustache se retira dans son presbytère, où il commença à écrire ses mémoires. Pourrir et laisser pourrir, Osric a été déclaré grand brosseur du royaume. Une statue de lui, tenant une brosse à dents, et une chèvre a été érigée sur la place du village. Le brossage des dents est devenu une loi. Les mariages étaient scellés par un échange de brosses. Les nouveau-nés recevaient des poils miniatures à la naissance. Même les pigeons ont appris à se gargariser. Muckminster-on-the-Bog n'était plus seulement le village le plus propre du pays. C'était maintenant le plus éclatant des sourires aussi. Mais alors qu'Osric se regardait dans son miroir, admirant son sourire nouvellement éclatant, il savait que le voyage n'était pas encore terminé. Il se tourna vers Wulfbertha. « Je sens quelque chose de fétide. » Les pieds de Noric? Non. Quelque chose de plus ancien, plus profond, nasal. Les yeux de Wulfbertha s'écarquillèrent. « Osric, penses-tu ce que je pense que tu penses ?» Il hocha la tête avec gravité. Poil de nez. Chapitre 8. L'arrachement final. Cela a commencé par un éternuement. Pas un éternuement ordinaire, je vous prie de croire. C'était un éternuement cataclysmique, brisant les cœurs, perturbant le plafond, qui jaillit des nobles narines du frère Chardon pendant la messe du matin. « Ah ! Tchou !» rugit-il. L'explosion renversa un pupitre de chant, brisa 3 saints en vitrail et projeta la chèvre de communion cérémonielle, Cynthia, dans un baril de figues marinées. Quand l'encens s'est dissipé, un spectateur horrifié a chuchoté « Est-ce que ça vient de son poing-nez » En effet, c'était le cas, car alors que Muckminster-on-the-Bog se vautrait dans la gloire des dents polies, du savon parfumé et des pots de chambre bien visés, il avait négligé de s'attaquer à la dernière frontière de la saleté, la prolifération nasale, oui. Cher lecteur, les poils de nez, Osric Dunkshoe savait qu'il était temps. Il était temps de confronter la jungle qui avait jailli des trous du visage de l'humanité. Il est temps de manier les pincettes, non pas comme des instruments de vanité, mais comme des armes de liberté. Il a présenté son plan avec tout le flair dramatique d'un sorcier, invoquant une tempête. Chers villageois, nous avons lavé nos peaux, frotté nos dents, conquis le pot de chambre et fait fuir les poux pour leur vie minuscule et terrifiée. Mais nous avons oublié une chose, la forêt des narines. Un soupir collectif secoua la place. Lady Ermentrude laissa tomber sa dentelle parfumée au clou de girofle. Noric vérifia ses narines et s'évanouit. Frère Chardon essuya les débris de son éternuement et hocha la tête solennellement. Il est temps. Osric a dévoilé sa plus grande invention à ce jour, le Pleukinator, 3001 dispositif mécanique pour enlever les poils de nez, fabriqué à partir de soufflets réutilisés, de cisailles à chèvre et d'un petit scarabée en colère. Ça coupe, ça apprivoise, ça terrorise avec tact, déclara-t-il. Wulfbertha, toujours loyal, l'a essayé en premier. Son cri fut entendu jusqu'à Speedbury. « C'est efficace », a-t-elle couiné, clignant des yeux à travers les larmes. Le village était intrigué, mais la douleur, hey, la douleur. Alors Osric commença à distribuer un dispositif manuel plus doux. Des pinces forgées, à partir de sympathie, et de cuillères à soupe de rechange. Le mouvement a pris de l'ampleur.
Bientôt les villageois se rassemblèrent sur les places publiques pour chanter. Pleuc, pleuc, pleuc. Mais tout le monde ne soutenait pas l'intervention nasale. Le père Eustache, troisième, qui gère maintenant une entreprise secondaire vendant du dentifrice à la suie biologique, a dénoncé l'acte d'épilation comme une vanité théologique. Si Dieu avait voulu des narines lisses, il aurait inventé des morveux en soie. Le nouvel ordre des poils s'est formé, jurant de préserver la sainteté des buissons nasaux naturels. Leur leader, Mère Higgins, refusa de tirer même un seul poil, tissant plutôt ses poils de nez en une moustache majestueuse qu'elle nomma Gérald. Gérald parle pour les opprimés, dit-elle. Gérald bloque-t-il aussi ta respiration? Demanda Osric. Seulement pendant les orages, répondit-elle. Les émeutes de Pleuc ont éclaté lors de ce qui est devenu connu sous le nom de vendredi folliculaire. L'ordre des poils lança des boules de menthe Molotov. Les lavandières se sont vengées avec des lassos en fil de soie, parfumés à la lavande. Cynthia la chèvre, désormais armée d'une armure en boîte de savon, se lança comme un bélier de siège contre les barricades. Osric monta la tour de l'horloge pour s'adresser à la foule. « Mes amis, ne cueillez pas par fierté, mais pour le passage, pour chaque éternuement que tu ne lances pas dans une cuve baptismale, pour chaque enfant que tu ne fais pas peur quand tu te penches pour dire bonjour. » Tout à coup, le tonnerre a grondé, un éclair a illuminé le ciel. De la tempête émergea un visiteur, Duc Septimus, le sinusé. Le duc, célèbre à travers le pays, pour posséder le plus puissant éternuement d'Europe, avait entendu parler de l'illumination nasale de Mockminster. « Je suis venu chercher des réponses, tonna-t-il. Pendant 20 ans, je n'ai connu que des journées bloquées et des nuits dévastées. Mon majordome porte des lunettes, mon chat m'a quitté. » Osric fit un pas en avant. « Alors viens, Septimus, laissons-nous te cueillir. » Ce qui suivit fut connu sous le nom de la Grande Nostrilation. Le village se rassembla. Osric, armé de pinces légendaires. Le duc assis sur un trône de vapeur, de camomille, un cheveu à la fois. La foule retint son souffle. À la 6e mèche, Septimus laissa échapper un léger bourdonnement. À la 12e cheveu, il pleura une seule larme. À la 17e cheveu, une petite flûte tomba de son nez. À la 20e touffe de cheveux, il se leva, ouvrit grand les narines et poussa un éternuement si puissant qu'il dissipa le brouillard, fit briller les fenêtres voisines et guérit le bégaiement de Noric. « Je peux sentir !» Septimus rugit. Le tonnerre a grondé. Les oiseaux pleuraient, un petit cœur s'est formé spontanément. La rébellion s'est effondrée ce jour-là, non pas par la violence, mais par la clarté, olfactive et philosophique. La phase finale de la révolution d'Osric a commencé. Des kits de toilettage personnel pour les narines furent distribués. Les pinces à épiler sont devenues des héritages. Des festivals annuels des poils de nez étaient organisés avec des lectures de poésie comme Ode à un poil singulier. Même le père Eustache a cédé. J'ai cueilli, j'ai vu, j'ai éternué, je suis renaissant. Muckminster on the Bog se tenait transformé, pas seulement propre, pas seulement parfumé, mais fonctionnellement aérodynamique. Ils avaient conquis la saleté, le désespoir et le destin dentaire. Ils avaient affronté la fureur de la fermentation, filé à travers la guerre civile, et en étaient sortis triomphants. Et alors qu'Osric se tenait au sommet du monument en forme de chèvre, construit en son honneur, il leva une dernière barre de savon et cria « Que le monde sache, nous sommes propres, nous sommes audacieux, et nous pouvons sentir nos propres soupes. » La foule a éclaté. Cynthia bêla l'hymne national.
Lady Ermentrude pleura dans un sachet, et frère Chardon, fraîchement cueilli, chanta un hymne qui ne fit pas exploser les fenêtres. Ainsi se termine notre conte, de boue et de menthe, de soude caustique et de poux, de fil dentaire et de folie, de savon, de sainteté et d'une chèvre nommée Cynthia. Qu'il soit à jamais gravé dans les chants, les contes et les livres d'histoire étrangement propres. Fin.